avez des personnalités comme Momo. Jean de Dieu, pardon. Oui, le ministre Momo. Attendez, une parenthèse. Jean de Dieu Momo. Oui. Il serait bien qu'il vienne dans le bœuf politique. J'ai des questions à lui poser sur son ascension politique et sur l'argent qu'il a reçu d'une organisation aux États-Unis. Ce serait bien que Jean de Dieu Momo vienne dans cette émission un jour nous expliquer cela, son ascension politique, ses micmacs à Arusha en Tanzanie, avant l'élection d'Obama. Ce serait bien qu'on en parle, Jean de Dieu Momo, si vous en avez un peu quelque part. Je ne vais pas être grossier. Mais vous comprenez que je ne suis pas son porte-parole. Non, je comprends bien. Je parle dans votre émission quand il la suivra, c'est sûr. Ni son secrétaire. Ni son antilogue, c'est sûr. Voilà, c'est important, c'est bien. Qui manque au Camerounais, 3 choses. 1, des entrepreneurs politiques. On a des hommes politiques, mais ce dont on a besoin, ce sont des entrepreneurs politiques. Qui peuvent comprendre l'intérêt de l'industrialisation. 2, c'est que nous n'avons pas de politique d'industrialisation. D'accord. Et comme en 42 ans, sur le plan économique, il faut le dire. D'accord, c'est bien. Et puis 3, il faut aussi dire que lorsqu'on parle de nos hommes d'affaires, pour la plupart, avec la complicité de ce que moi j'appelle nos agents de la gouvernance, appelons-les ainsi. C'est-à-dire des agents, ces gens qui négocient les positions où, moi aujourd'hui, président de la République, je peux faire de vous un milliardaire. Alors ces agents n'ont pas, malheureusement, compris l'intérêt d'une très grande agriculture poussée au Cameroun. Et du coup, ils n'ont pas fabriqué des hommes d'affaires, mais ils ont fabriqué ceux qui achètent et qui revendent, que dans notre jargon sociologique local, on appelle les Bayam Salam. En effet. En fait, c'est ce que nous avons. En effet, oui. En effet. Et malheureusement, si les transgressions, je dirais même les translations stratégiques, qui conditionnent l'existence des hommes politiques, c'est-à-dire un homme politique, c'est une vision, eh bien, vous aurez toujours des discours, on viendra vous dire, parce qu'il y a eu crise en Ukraine, parce que le blé n'est pas arrivé, parce que le pétrole n'a pas été raffiné alors que nous avons le pétrole, eh bien, on va toujours donner l'impression comme motif, en fait, de faillite de l'État. Comme quoi l'Ukraine se joue décidément en Afrique. Que l'Ukraine se joue chez nous. Du gros n'importe quoi, vous ne trouvez pas? Et c'est pas correct, je suis d'accord avec vous. Oui, manger du macabo, manger des ignames, manger des patates, transformer en farine, fabriquer votre pain avec si vous voulez, prenez du maïs. Ici en France, j'étais à Rennes, pardon, il y a 2 ans, voir une amie gabonaise qui vit, on a acheté du pain fait à base de farine de maïs, mon Dieu. Pourquoi vous ne faites pas ça au Cameroun? Ça existait même au niveau des médicaments, les vaccins, etc. Regardez quand on a eu la crise du Covid. Combien de Camerounais savent que nous avons utilisé localement le ngolbotara pour ne pas contaminer au moment où on a reçu des milliards pour encadrer nos compatriotes. Je vous assure, monsieur Moafo, s'il n'y avait pas de Betara et quelques... Vous dites que François Sengakou vous a confié ou a confié à votre maman qu'il avait déconseillé à M. Biya de se rendre à la réunion du lac en juin 1983 parce qu'il était prévu qu'il soit assassiné par suite à une réunion du bureau du comité central que le président Aïdjo, président national de l'UNC, avait prévu. Et si le président Paul Biya s'y rendait, il aurait été assassiné. Il aurait été assassiné. De quelle manière? Fusillé, on aurait tiré sur lui. Et on allait parler d'un incident comme ce fut le cas avec Thomas Sankara. Et puis n'oubliez pas que quand vous reprenez les textes du parti, l'initiative allait revenir au président national de réorganiser l'État. Bon, c'est pas un motif pour justifier ce dont le président Aïdjo a été victime. Parce que je suis de ceux qui pensent quand même que le président Aïdjo a quand même été président de la République et il y a quand même une gratitude qu'on devrait avoir sempiternellement avec lui. Le président du MRC qui menace également à travers une sortie sur ces plateformes également les inscriptions sur les listes électorales qui sont la pomme de discorde. Maurice Kamto va plus loin également en ce qui concerne sa candidature. Alors, est-ce qu'on peut parler, vous qui êtes le stratège, je commence par vous, est-ce que c'est
une stratégie? Est-ce que c'est tout simplement une manière également de sortir, de montrer les muscles du président du MRC vis-à-vis du système en place? Je pense que, dernièrement, j'ai fait une émission ici, je pense que c'était La Reine. Cette année électorale ne sera jamais comme une autre. En 2025, ça ne sera jamais comme une autre. Nous aurons une année électorale qu'on n'a jamais connue dans ce pays, que très peu de pays africains vont connaître, parce que les enjeux sont énormes. Vous voyez bien qu'il y a énormément de jeux de damier. Chaque parti pousse son pion, et l'autre pousse, et c'est comme ça que ça avance depuis pratiquement 2 ans. Parce que le terrain est tellement serré, et toutes les équipes jouent avec un jeu qui n'est pas facile à dénicher. Et chacun est obligé de fonctionner avec ses armes. Et on ne peut pas dire à une partie de ne pas utiliser des armes qui sont à sa portée. Je pense que c'est assez clair. Là, on vient de voir une stratégie bien mise en place qui, bien que ça a déstabilisé en interne, mais aussi ça déstabilise en externe. Ça permet quand même au RDPC de prendre un peu la main avec les différentes nominations qui viennent de se passer. C'est pour calmer et perturber les adversaires. Là, le MSC est obligé de prendre ces décisions-là. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas faire autrement que de prendre ce couloir-là qu'ils sont en train de prendre. C'est impossible. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est le seul couloir qui est ouvert pour eux. Mais est-ce qu'ils vont s'en sortir au bout de ce tunnel? Parce que je repose la question autrement à l'expert, aux géostratèges, sur l'implication étrangère dans ce que on a appelé Boko Haram, surtout quand on sait qu'il y a des puissances qui ont dit que c'est elles qui ont créé Boko Haram, c'est elles qui ont créé l'État islamique. Est-ce qu'on ne peut pas également subodorer que ces puissances-là soient cachées derrière cette nébuleuse pour créer cette guerre? Alors, moi, je suis un académicien. J'ai une proximité avec les journalistes et que je travaille sur des faits. Alors, il y a des thèses qui avancent une connivence entre les groupes terroristes et certains États. Il y a une littérature qui existe abondamment là-dessus. Et parfois même, cela a été très peu étayé. Très peu étayé, je parle notamment de Boko Haram. Il y a eu des thèses qui ont été avancées par rapport au soutien, au financement même et autres. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une internationalisation du terrorisme. C'est-à-dire que ceux qui se battent au sein de Boko Haram ne sont pas que les populations kanouris, c'est-à-dire les jeunes de la localité. Et Boko Haram bénéficie d'une expertise qui vient de très loin, des gens qui ont longtemps fait la guerre, par exemple, en Syrie ou bien sous d'autres cieux, qui maîtrisent, par exemple, la fabrication des engins explosifs. D'ailleurs, le danger avec les drones, c'est que tout le monde peut fabriquer des drones aujourd'hui. Il suffit de fabriquer un drone et d'y mettre une grenade, d'accrocher quelque chose, même de manière, on va dire, voilà, l'élastique. Dès que ça touche, voilà, un impact, ça donc, et c'est ça justement le grand danger. Si vous regardez ce qui se joue en Ukraine aujourd'hui, la plupart des drones utilisés par l'armée ukrainienne, en réalité, sont des drones fabriqués par les civils, dans le cadre de ce qu'ils appellent l'effort de guerre. Alors, donc, en tant qu'homme de science, je ne peux pas affirmer, parce que je n'ai pas de faits, qu'il y a un financement direct ou bien un soutien direct de la part des pays occidentaux. Par contre, il se dit que dans certains cas, il y a une main noire des pays occidentaux. Il se dit, en termes de financement, en termes d'armement, etc., etc. Ça, il se dit. Parce qu'il y a certains armements, par exemple, sur lesquels on peut se poser des questions. C'est-à-dire, voilà, des armes sophistiquées que Boko Haram peut avoir, on peut quand même effectivement, on s'interroge, effectivement. Mais s'il faut utiliser la rigueur scientifique, je vais vous dire que je n'ai pas eu de faits
probant là-dessus. Ok. Il y a Jean-Marie Ténéque qui dit qu'il apprécie votre prudence et merci pour vos Rythme fou d'un chaos routier. Des mototaxis surexcités dans ce carrefour stratégique de Yaoundé. La vitesse défie toute règle de sécurité. Ils sont d'ailleurs interdits de circuler là. Flexibilité d'un jour de fête de Ramadan devenue débordante. Moi, je me suis dépassé, je ne sais pas ce qui se passe. Nous-mêmes, ça nous surprend, c'est vraiment... 3, 4 voire 5 passagers par engin. Parfois, des enfants au guidon. Des bébés conducteurs lancés dans une course effrénée, sans casque, sans crainte du danger. Des zigzags, positions insensées. La route est transformée en terrain de jeu au mépris des autres usagers. Ah, c'est un comportement qui n'est pas bien. Hein. Quand je vois là, ce n'est pas bien. Tu peux facilement tuer un motoman comme un jeu. Ce genre de comportement, je n'ai pas aimé. La ville suffoque, piétons apeurés, automobilistes bloqués, la circulation parfois paralysée. On ne peut pas bloquer tout le monde, mais n'importe qui a peur de ce carrefour maintenant. Les forces de l'ordre tentent de rétablir l'ordre, mais face à l'ampleur du phénomène, elles finissent par encadrer plutôt que réprimer. Peu à peu, le tumulte s'apaise, mais cette journée laisse une question en suspens. Jusqu'où ira cette prise de risque incontrôlée?